C'était il y a bientôt 4 ans jour pour jour. Le 17 mars 2020, la France se confinait intégralement pour la première fois dans cette situation de son histoire. À l'époque, on en avait beaucoup parlé évidemment sur la chaîne, le Covid avait fortement impacté la santé mentale de la population et particulièrement celle des jeunes. Or, selon une nouvelle étude, 4 ans plus tard, 4 étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs. C'est tout simplement un chiffre en hausse par rapport à la période du Covid. Mais alors, comment expliquer cela et comment faire pour adresser réellement et sérieusement un tel fléau ? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour et au passage, j'en suis conscient, les sujets ces derniers jours ne sont pas les plus joyeux, pour autant j'ai le sentiment avec mon équipe que c'est des sujets qui sont importants à traiter, que ce soit celui-ci ou alors d'autres sujets internationaux ces derniers jours. En tout cas, on essaie de faire en sorte d'avoir un maximum de bonnes nouvelles tout de même, notamment dans les actualités en bref, avec au moins une chaque jour. Et si par ailleurs vous avez des suggestions de sujets à traiter dans les prochains jours, vous pouvez le faire directement dans les commentaires sur YouTube, ou alors pour ceux qui écoutent en podcast audio sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Je sais qu'il y a une fonctionnalité sur Spotify qui vous permet de poser une question ou suggérer un sujet, donc n'hésitez pas à le faire et on regardera tout ça ensemble. Alors 4 ans après le premier confinement en France, 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs selon une étude qui a été réalisée par l'université de Bordeaux et qui a été révélée ce jeudi par France Inter et par le magazine Marianne. À titre de comparaison, ce chiffre il était beaucoup plus faible, il était de l'ordre de 26% avant la crise du Covid-19. Pour info, cette étude, elle a donc été réalisée auprès d'étudiants via des questionnaires en ligne en 2023. Et au passage, vous l'aurez compris, là c'est une étude qui se concentre sur les étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants qui sont concernés. Évidemment, ça concerne plus généralement la jeunesse et aussi le reste de la population. On en a déjà parlé sur la chaîne. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par symptômes dépressifs? Alors, ça peut être un sentiment permanent de tristesse, d'anxiété ou de vide, une perte d'intérêt aussi ou de plaisir dans des activités habituelles. On peut noter aussi potentiellement des troubles du sommeil ou encore une forte perte d'énergie. Certaines personnes dépressives peuvent aussi avoir des pensées persistantes de mort ou de suicide. Et selon cette étude bordelaise, les idées suicidaires des 18-24 ans sont passées de 21% avant le Covid à 29% en 2023. A noter cependant que symptômes dépressifs ne veut pas forcément dire être en dépression. Là en l'occurrence, il faut un diagnostic par un médecin. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur ces nuances-là et sur ces définitions-là. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la pandémie de Covid, elle a accentué en fait une tendance qui existait déjà, à savoir une santé mentale des jeunes qui est préoccupante et qui se dégrade au fil du temps. Et d'ailleurs, même si les chiffres sont différents, on voit bien que c'est une tendance qu'on retrouve dans d'autres études. Par exemple, en 2023, Santé publique France, qui est donc un institut rattaché au ministère de la Santé, sortait une enquête qui montrait une hausse des épisodes dépressifs en 2021 par rapport à 2017 en France. D'après cette étude, la part des 18-24 ans touchés par des troubles dépressifs avait quasiment doublé en 4 ans. Mais alors, comment expliquer que les étudiants soient autant touchés par des troubles dépressifs depuis cette crise sanitaire? Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs choses qui peuvent permettre de l'expliquer, selon Christophe Zuriot, qui est le professeur d'épidémiologie qui a travaillé sur cette étude à l'université de Bordeaux. Quand on est jeune et qu'on a une vingtaine d'années, notre cerveau est encore en maturation, il continue donc à se développer, et c'est d'ailleurs entre 15 et 25 ans que la plupart des grandes pathologies psychiatriques apparaissent, dont notamment donc des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. C'est aussi à cet âge-là que notre vie connaît un certain tournant, et quand on entre en l'occurrence dans la vingtaine, on entre dans les études supérieures, on quitte le foyer familial, on entre aussi sur le marché du travail, et ces changements, ils peuvent être extrêmement déstabilisants. Il y a aussi des questions très concrètes, des difficultés économiques par exemple, des difficultés très importantes notamment avec l'inflation, avec une précarité grandissante des jeunes, et ça de nombreuses études le soulignent, on en a déjà parlé sur la chaîne. Au-delà de ces grosses difficultés économiques, ça peut être aussi parfois des études qui sont de plus en plus sélectives, mais aussi donc le risque de se retrouver au chômage. Au-delà de ça, le contexte géopolitique, avec les conflits internationaux ou encore le dérèglement climatique, peuvent jouer sur le moral de certains jeunes. Enfin, plusieurs études mettent en avant le fait que l'utilisation des réseaux sociaux peut avoir un impact néfaste chez une partie des jeunes, parce qu'on peut avoir tendance à se comparer aux autres via les réseaux sociaux et via des versions idéalisées des autres, aussi parce que dans certains cas ça peut accentuer une forme d'isolement. Bref,
tout cela peut aussi y participer. Mais ce qu'on peut voir là aujourd'hui, c'est que même après le Covid, le problème est toujours extrêmement présent. Mais alors, quelles solutions ont été mises en place pour aider les jeunes? Eh bien, le 30 janvier, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal déclarait vouloir faire de la santé mentale des jeunes une grande cause de l'action gouvernementale. Par ailleurs, en 2021, un peu plus tôt donc, le gouvernement avait lancé un chèque psy en fait qui était censé permettre à toute personne dès 3 ans de bénéficier jusqu'à 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile, avec une partie qui est prise en charge par l'assurance maladie. Mais je vous la fais courte, ce dispositif il avait finalement été pas mal critiqué et globalement en fait il n'avait pas du tout fonctionné parce que les démarches étaient compliquées, parce que aussi les professionnels du secteur n'étaient pas forcément encouragés à y participer et à participer à ce cadre-là. Et d'ailleurs là-dessus à l'époque j'avais eu l'occasion d'en parler et d'interroger sur ce point le président de la République lorsque je l'avais interviewé en septembre sur ma chaîne YouTube. Et justement en janvier, eh bien Gabriel Attal a reconnu que ce dispositif n'avait pas donné les résultats escomptés. Il a donc dit vouloir mettre en place un nouveau système, un système qui permettrait de pouvoir déjà contacter directement un psy plutôt que d'avoir à passer par un médecin. Il a aussi annoncé une refonte plus globale de ce système avec notamment une augmentation du tarif. L'idée étant de limiter au maximum ce que les patients doivent payer tout en encourageant les psys à participer. Bref, on verra donc comment est-ce que tout cela est mis en place, mais en parallèle à ça, eh bien, pour les différents spécialistes sur le sujet, il faut aussi eh bien, davantage de psychologues et davantage de psychiatres et donc mettre plus de moyens sur ces sujets-là. Par exemple, selon Marianne, à Nantes en 2023, c'est 123 enfants qui sont venus aux urgences du CHU, donc du centre hospitalier universitaire, pour des idées suicidaires et qui n'ont pas pu être prises en charge à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous souffrez de troubles dépressifs ou autres, eh bien, il faut le plus possible arriver à en parler. J'en suis conscient, c'est quelque chose qui est difficile, mais il y a des ressources qui peuvent vous permettre de vous aider. Il y a notamment Fil Santé Jeune qui peut vous permettre d'avoir un appel gratuit et anonyme. Il y a aussi une organisation pour les étudiants, une asso qui s'appelle Nightline, qui fait un immense travail justement pour accompagner les jeunes. Ils sont aussi présents sur Instagram, etc. Vous pouvez donc faire appel à eux. Je vous mets des liens là aussi en description. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. En Russie, les électeurs ont commencé à voter ce vendredi pour la première élection présidentielle depuis le début de l'invasion russe massive de l'Ukraine en février 2022. Bon, cette élection est sans surprise et devrait aboutir à la réélection du président russe Vladimir Poutine pour un 5e mandat, le 3e consécutif. En effet, cette élection n'est pas vraiment démocratique car la véritable opposition politique à Vladimir Poutine n'a pas été autorisée à se présenter. Seuls 3 candidats ont été autorisés, mais par exemple, aucun d'entre eux ne s'oppose à la poursuite de la guerre en Ukraine. Alors le vote se tiendra sur 3 jours, y compris dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine ou en Transnistrie, un territoire séparatiste pro-russe situé en Moldavie. Près de 115 millions de Russes doivent se rendre aux urnes, mais des soupçons de fraude électorale sont attendus à cause du vote électronique, selon l'ONG de défense des libertés Freedom House. En 2018, Vladimir Poutine avait obtenu plus de 75% des voix, grâce notamment à des irrégularités. À l'époque, des électeurs avaient affirmé avoir été forcés d'aller voter par leurs employeurs ou leurs enseignants. Deuxième actu à Gaza, au moins 20 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une distribution d'aide dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place. 155 personnes ont également été blessées, toujours selon le Hamas. Le mouvement islamiste accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les Palestiniens qui attendaient un convoi d'aide, ce qui a été démenti par Israël dans un communiqué. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne est accusée d'avoir tiré sur des Palestiniens lors d'une distribution alimentaire. Fin février, plus d'une centaine de personnes avaient été tuées dans le nord de Gaza dans un contexte similaire. En tout cas, la situation sur place est toujours catastrophique selon l'ONU. Près de 2,2 millions de personnes sont menacées par la famine, soit l'immense majorité de la population de Gaza. Troisième actu, au Sénégal, les opposants politiques Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés ce jeudi à Dakar, la capitale du pays. C'est ce qu'a annoncé l'un de leurs avocats. Les deux hommes étaient incarcérés depuis plusieurs mois pour des appels à l'insurrection. Des milliers de Sénégalais se sont donc rassemblés devant le domicile d'Ousmane Sonko pour fêter sa libération. En fait, leur libération a été rendue possible grâce à l'adoption de la loi d'amnistie le 6 mars dernier par le président sénégalais Macky Sall. Au moins 334 détenus, pour la plupart des sympathisants d'Ousmane Sonko, ont été placés en liberté provisoire ces dernières semaines. La plupart avaient été arrêtés lors des violentes manifestations qui avaient touché le pays entre 2021 et 2022.
2024, au cours desquels près de 60 personnes ont été tuées selon l'ONG Amnesty International. Le but de ces libérations, c'est donc d'apaiser les tensions dans le pays, qui a été confronté à une crise politique importante après l'annonce par le président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle à décembre 2024. Elle aura finalement lieu le 24 mars. Quatrième actu en France, un jeune de 18 ans est mort ce mercredi à Aubervilliers après la collision de son scooter avec une voiture de police. Selon les autorités, le jeune homme accompagné d'un passager était engagé dans une course-poursuite avec la police pour un refus d'obtempérer. Et il a en fait été percuté par une autre voiture de police qui a dû se déporter à contresens pour éviter un autre véhicule qui lui refusait la priorité. Les 3 policiers qui se trouvaient dans le deuxième véhicule ont été auditionnés ce jeudi, précisant que la manœuvre n'était pas, je cite, un acte volontaire, une version qui a été confirmée par une caméra de surveillance qui a filmé la collision. 2 enquêtes ont été ouvertes pour en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Cinquième actu, l'animateur Stéphane Plaza va être jugé à Paris cet été pour violence sur 2 anciennes compagnes. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le tribunal de Paris. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès et a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes. Concrètement, contrôle judiciaire, ça veut dire qu'il a interdiction de quitter la France et il doit pointer régulièrement au commissariat. En fait, l'enquête a été ouverte après la publication en septembre par le site d'investigation Mediapart de plusieurs témoignages d'anciennes compagnes qui dénoncent, je cite, des humiliations, des menaces, des violences verbales et pour 2 d'entre elles, des violences physiques. De son côté, Stéphane Plaza a rejeté ces accusations. Il avait déclaré en décembre sur Instagram, je cite, « avoir la conscience tranquille ». Sixième actu, et c'est un rachat majeur dans le monde des médias en France. Le groupe de transport maritime CMA-CGM, qui appartient au milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé ce vendredi avoir signé un accord pour racheter Altice Media, qui comprend toutes les chaînes de BFM et RMC. Il faut savoir que Patrick Drahi, le propriétaire d'Altis Media, était fragilisé par une dette de 60 milliards d'euros et un scandale de corruption. Il souhaitait donc vendre Altis Media. Le montant de la transaction est estimé à 1,55 milliard d'euros selon le Figaro. A noter que ce n'est pas la première fois que le groupe CMA-CGM rachète des médias. Il avait notamment acquis en 2022 le groupe La Provence, qui comprend les médias La Provence et Corse Matin, avant de racheter en mai 2023 La Tribune, un journal financier et économique. Septième actu rapidement, la comète du diable, qui mesure 3 fois la taille de l'Everest, soit 34 km de diamètre, est désormais visible depuis la Terre jusqu'à fin avril et jusqu'à fin mars depuis la France précisément. C'est une comète de teinte verte et pour l'observer, il faut être équipé de jumelles. En tout cas, c'est assez incroyable car elle est seulement visible une fois tous les 71,3 ans. La prochaine fois, ce sera donc en 2095. Et on termine par une bonne nouvelle, le Parlement européen a voté ce mercredi pour interdire les substances chimiques dangereuses présentes dans les jouets. Concrètement, ça signifie que les jouets vendus dans les pays de l'Union européenne ne devront plus contenir certaines substances chimiques comme les perturbateurs endocriniens qui peuvent perturber le système hormonal tel que la croissance ou le métabolisme. Pour mettre en place cette mesure, chaque produit qui sera vendu, y compris sur internet, possédera un passeport numérique qui permettra aux fabricants de détailler sa composition. Le texte final sera voté après les élections européennes qui ont lieu du 6 au 9 juin 2024. Je rappelle que si vous voulez aussi l'actualité en version écrite, on a une newsletter qui est gratuite, qui vous permet d'avoir l'essentiel de l'actualité facilement. De toute façon, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, passez un excellent week-end et on se dit à lundi pour le retour des actus.